Alexandre le Grand. Je vais vous en parler. Bonjour, c'est Gigal. Donc Alexandre le Grand, quand il arrive en Égypte, en fait, il a 24 ans. Après les conquêtes des bases navales en Perse, et le long de l'Asie mineure, de la Palestine et de Gaza, Alexandre le Grand a besoin d'une base navale encore plus importante sur la côte. Et il débarque en décembre 332 avant Jésus-Christ en Égypte, du côté d'Alexandrie, qui prend son nom depuis, bien sûr. Et alors, il semble qu'il a été accueilli en libérateur. Et il semble même, d'après pas mal de documents, qu'en fait, c'est les Égyptiens eux-mêmes qui ont demandé son aide pour les affranchir de la domination perse. Parce que les Perses, quand il y va, s'étaient installés et commençaient à déferler partout en Égypte. Et en fait, Alexandre, il reste 6 mois en Égypte. Pendant 2 mois, il va être à Memphis. Et d'ailleurs, c'est l'endroit, dans la palmeraie de Memphis, allez voir mes vidéos sur la palmeraie de Memphis sur YouTube, Alexandre se fait proclamer pharaon en 331 avant Jésus-Christ et on dit même qu'il a étudié la philosophie et plein de choses avec les grands prêtres de Memphis. Pendant ce temps-là, les Perses de Cambyse s'enfuyaient dans le désert de l'Ouest et s'ensevelissaient dans les sables. On a retrouvé il n'y a pas très longtemps les restes de leurs troupes complètement ensevelies sous le sable. Et Alexandre va les poursuivre jusqu'à l'oasis de Siwa. Et l'histoire raconte, les textes anciens racontent que c'est les corbeaux et les serpents qui ont guidé notre ami Alexandre jusqu'à l'oracle d'Amon qui est à Siwa. Alors, pendant les 8 ans après qu'il soit arrivé à cet oracle d'Amon à Siwa, Alexandre il va envoyer énormément de cadeaux et de questions à l'oracle de Siwa. Il a tellement été content quand il y est arrivé pour la première fois qu'il y révélera jamais ce que l'oracle lui a dit. Ensuite, il quitte l'Égypte en avril 323 avant Jésus-Christ pour Babylone. Et là, vous connaissez la fin de l'histoire. Il est mort à Babylone, certains disent de malaria, d'autres d'empoisonnement. Mais alors, pourquoi ce séjour en Égypte qu'est-ce que c'est que ce passage éclair, en fait, même si c'est plus de 6 mois, d'Alexandre le Grand en Égypte, et qu'est-ce qui a bien pu se passer? Voilà, c'est ça qui est passionnant. Alors, il faut savoir que la mère d'Alexandre le Grand, qui était la reine Olympia, quand il était petit, l'emmenait tout le temps à l'oracle de Delphes en Grèce. Et cet oracle lui avait annoncé d'ailleurs une très grande gloire, mais une vie très courte. Et on dit que c'est pour ça qu'il s'est jeté très jeune dans des conquêtes harassantes de territoires, en fait, pour trouver le plus vite possible les secrets de l'élixir de vie dont on parlait déjà beaucoup dans les temps anciens et dont parlait beaucoup son maître Aristote. Il faut savoir qu'Alexandre le Grand, il a quand même été élevé par Aristote, c'est pas rien. En plus, il y avait autre chose, c'est que sa mère Olympia lui avait confié que son père, son vrai père, était venu en rêve la visiter et que suite à ça, elle est tombée enceinte. Et ce père serait un pharaon, il serait le pharaon Nectanebo de la 30e dynastie qui serait venu en Grèce et qui aurait en fait séduit
Olympia. Alors la reine Olympia elle a raconté ce conte de ce rêve à son fils, mais dans la réalité, il semble bien, d'après en tout cas beaucoup de documents que ont travaillé beaucoup d'historiens, que le pharaon Nectanebo de la 30e dynastie serait vraiment venu en Grèce et aurait vraiment séduit Olympia et que le résultat aurait été Alexandre le Grand. Et donc, Alexandre n'a de cesse que d'accourir en Égypte et de consulter un autre oracle qui est aussi connu que celui de Delphes, celui d'Amon dans l'oasis de Siwa, et qui lui confirme d'ailleurs que son père est un vrai pharaon. Tout ce qu'on a quand même su de l'oracle de Siwa, alors peut-être pas de la première fois où il y a été, mais peut-être par les missives qu'il a envoyées par la suite et les cadeaux, on sait que l'oracle de Siwa lui a dit que son père était un vrai pharaon et lui ont confirmé qu'il était bien l'héritier du pharaon et donc l'héritier d'Amon, et que par conséquent, comme il était d'ascendance, on va dire, divine, puisque le fils, le petit-fils, etc., en tout cas le fils d'un pharaon, l'ascendance divine lui permettait d'échapper à un destin mortel trop violent. Et enfin, en tout cas, c'est ce qu'on raconte. Mais ce qu'on ne dit pas toujours, c'est qu'Alexandre, il est parti en Égypte surtout pour rechercher le fameux élixir d'immortalité. En fait, dans toutes ses conquêtes, il a cherché l'élixir d'immortalité. Et d'ailleurs, il y a un roman en version française du XIIe siècle qui s'appelle Le roman d'Alexandre, qui raconte les épisodes de cette quête basés sur les écrits du neveu d'Aristote, qui s'appelle Callisthène. Et Callisthène accompagne d'ailleurs Alexandre le Grand, qui devient son meilleur ami. Donc le neveu d'Aristote, Callisthène, est devenu le meilleur ami d'Alexandre le Grand pendant toute sa campagne d'Asie, et il est devenu son historiographe, et il a écrit Récit de la campagne d'Alexandre. Ensuite, il envoyait à Aristote des observations astronomiques trouvées à Babylone et remontant à plus de 2000 ans. C'est pour ça qu'il est très important de lire le grec, parce que vous avez des relevés astronomiques bien plus intéressants que tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui par rapport à toute cette époque. Et il explore, lors de l'expédition d'Égypte, toute la région du Haut-Nil. Et pendant que Alexandre est ailleurs ou alors dans le nord de l'Égypte, il lui fait des comptes rendus. Donc Callisthène, c'est un personnage super intéressant à étudier. C'est vraiment très passionnant, j'en parlerai une autre fois en détail. Toujours utile que Alexandre, dans ce roman, il y a beaucoup de livres qui parlent d'Alexandre cherchant l'élixir de vie, des ouvrages très anciens en fait. Et il y en a un où on raconte qu'Alexandre, dans la profondeur d'un passage souterrain, dans l'obscurité, il fait la rencontre d'une sorte d'ange qui lui dit que sur la terre d'Arabie, où Dieu a mis l'obscurité la plus profonde, et cacher la connaissance de l'eau d'immortalité. Et quand Alexandre est allé, il a trouvé ce passage secret, raconte-t-on. Et l'ange lui aurait, l'être de lumière qu'il rencontre dans le souterrain lui refuse cet élixir de vie, mais par contre, un de ses soldats, qui s'appelle Matun, M-A-T-U-N, qui vient de Babylone, arrive à l'obtenir, mais par inadvertance.
Et il prend cette denrée, il semble que c'est en partie végétal, en partie liquide. Euh, Quand il prend cette substance, Matoun, il est raconté qu'il n'a plus besoin de ne manger ni de boire et il devient sans nécessité de se nourrir et ne vieillit pas. En tout cas, vieillit beaucoup moins rapidement. Bon, ça, c'est ce qu'on raconte sur la caverne merveilleuse qu'aurait trouvée à un moment donné dans ses pérégrinations Alexandre le Grand en Égypte, en fait. Quand ils disent Arabie, c'est en Égypte, hein, le mot ancien pour tout ce qui était au sud de la Méditerranée, en fait, ils l'appelaient comme ça. Donc, c'est cette obsession pour l'élixir de vie. euh, il faut savoir que c'était vraiment très connu. C'est-à-dire, c'est pas une chose qu'on découvre aujourd'hui, puisque cette recherche de l'élixir de vie de Alexandre le Grand inspire la deuxième croisade, celle de 1147, et bien d'autres conquêtes comme celle de Christophe Colomb, qui tous voulaient copier Alexandre le Grand pour sa recherche de l'élixir de vie. C'est vraiment assez intéressant et surtout, évidemment, Napoléon, qui est allé en Égypte aussi pour ça, entre autres. Bon. Et la chose très passionnante qu'a fait Alexandre le Grand, c'est que pendant son expédition, il était accompagné de ce qu'on appelle des bématistes. Alors, c'est quoi les bématistes? C'est des éclaireurs chargés de recueillir les renseignements topographiques avant chaque bataille et de les consigner par écrit. Alors ça, c'est très important parce que euh, les conquérants, tout ça, n'avaient pas l'habitude du tout de recueillir des renseignements topographiques très précis des lieux qu'ils envisageaient de prendre. Et ça, c'est une mode qu'a lancée Alexandre et qu'a repris avec grande joie Napoléon. Et je pense que ça, la conquête d'Égypte, par exemple, de Napoléon, mais pas seulement, même sa conquête ailleurs en Europe, son succès dans les batailles est lieu à ça. C'est-à-dire que il prenait garde de chaque incident du terrain, des cours d'eau qu'on pouvait utiliser, des souterrains éventuels, etc. Et ça, c'est Alexandre le Grand qui l'avait lancé cette mode et qui a permis après que pendant l'expédition d'Égypte de Napoléon, on ait des documents topographiques tellement extraordinaires que je m'en sers encore aujourd'hui. C'est-à-dire c'est grâce à ces documents des savants de Napoléon qui sont les cartographies au millimètre près, qui sont bien meilleures que toutes les cartes qu'on peut avoir aujourd'hui et qui indiquent toutes les anciennes choses, même celles qu'on n'a pas encore découvertes réellement, c'est-à-dire des endroits géologiques qui nous permettent de supposer qu'il y a des choses. Donc c'est vraiment, pour le coup, Alexandre le Grand était très important pour tout ce que l'on a pu rechercher plus tard. Et ce que je voulais dire aussi, qui est très important, c'est que la recherche de l'élixir de vie, on nous parle beaucoup de l'or-mousse, de l'or palladium et tout ça, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette substance-là. Ça, c'est très récemment qu'on nous en a parlé, mais il y a bien d'autres substances. Et le moufkousat, moi je l'appelle moufkousat, parce qu'en fait on ne peut pas savoir la prononciation, mais c'est le nom que donnaient les anciens Égyptiens au pain de vie, dont toute la pyramide d'Unas à l'intérieur, les écrits nous en parlent, le moufkousat.
Et ce pain de vie des Égyptiens n'est pas forcément l'hormus dont on nous parle récemment. Mais ça, je vous en parlerai plus sérieusement dans des textes, parce qu'il y a beaucoup de mélange dans ce domaine. Et de toute façon, comme vous savez, il n'y a rien de plus passionnant que cette recherche d'immortalité et d'élixir d'immortalité. Mais comme par hasard, c'est une recherche où les gens qui ont écrit dessus ont fait beaucoup de mélanges et se sont beaucoup trompés. Voilà. Alors je vous laisse avec ce mystère qui s'épaissit et à très bientôt.